Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de survie. Esther Mujavoyo est née le 10 septembre 1958 au Rwanda. Je vais vous faire un petit contexte historique sur l'histoire du Rwanda. Le Rwanda compte 3 ethnies. Les Tutsis, qui sont principalement éleveurs et propriétaires de vaches. Certains sont plutôt riches. Les Hutus, qui sont principalement des paysans. Et les Twa, qui sont surtout des ouvriers et des artisans. Mais ces catégories sont fluides. Un Tutsi qui perd son troupeau peut devenir Hutu, et à l'inverse, un Hutu qui s'enrichit, qui gagne un troupeau, peut devenir Tutsi. C'est surtout dans les années 1920 que le colonisateur belge va davantage accentuer ces différences, va chercher à diviser les Hutus et les Tutsis. Il se développe alors un mythe, une idée que les Tutsis viendraient du Nord ou de l'Inde. Dans les années 1950, les Tutsis vont ensuite participer activement au mouvement de décolonisation. En 1961, le Rwanda devient une république indépendante, mais cette république inscrit dans la loi des discriminations envers les Tutsis. Ils sont discriminés dans l'accès aux études secondaires et il y a des grands massacres de Tutsis qui ont lieu notamment en 1963 et 1973. Esther se définit comme Tutsi. Elle appartient au clan Humusindi par son père. Le clan, c'est encore différent que ethnie. C'est un peu comme une famille élargie. Seuls les pères peuvent transmettre à leurs fils ce lien avec le clan. Les filles ne peuvent pas transmettre le lien avec le clan. Comme Esther a 3 grandes sœurs, sa mère se fait critiquer. On la critique parce qu'elle n'a pas eu de garçons, qu'elle n'a eu que des filles. Mais le père d'Esther refuse de répudier sa femme ou de divorcer, comme le veut la tradition. Son père est instituteur et pasteur. Tous les soirs, la famille se réunit pour lire la Bible. C'est ainsi qu'Esther apprend à déchiffrer les lettres. Elle entre à l'école primaire à l'âge de 5 ans, avec 2 ans d'avance. Quand elle a 11 ans, elle va rentrer en 6e et elle a une fiche signalétique sur laquelle elle doit dire si elle est Hutu ou Tutsi. Son instituteur, qui est lui-même Hutu, lui conseille de mentir, de se faire passer pour une Hutu afin d'éviter les discriminations. Mais son père ne veut pas. Il lui dit qu'elle doit être fière de ses origines et qu'elle ne doit pas cacher qui elle est. Esther entre dans un collège presbytérien pour jeunes filles, mais quelques années plus tard, elle ne parvient pas à rentrer au lycée à cause des discriminations. Elle est complètement dévastée, elle entre dans une période de déprime. Pour s'occuper, elle entre dans un atelier de couture. Comme elle sait bien parler français, c'est un avantage par rapport aux clientes françaises. Mais finalement, un des amis de son père entre en contact avec le ministère de l'Éducation et la fait entrer au lycée Notre-Dame de Cîteaux, un lycée catholique tenu par des bonnes sœurs. Esther est heureuse, elle est plutôt bonne élève, elle a des amis à la fois Hutu et Tutsi, mais en 1973, alors qu'elle n'a que 15 ans, une rumeur se répand au lycée. En fait, les filles Hutu veulent s'armer de bâtons pour chasser les filles Tutsi. Esther est obligée de quitter son internat et de rentrer chez elle. Au même moment, la maison de ses parents a brûlé, mais finalement Esther peut ensuite revenir au lycée et poursuivre le cours de ses études. En 1977, elle obtient une bourse et elle part étudier à l'université de Louvain en Belgique. Pendant ses études, elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup de petits jobs étudiants pour se permettre de financer ses études. Elle est guide touristique, elle sert dans une cantine. Elle obtient d'abord un diplôme d'assistante sociale, puis une licence en sociologie. À la fin de ses études, son petit ami Innocent, qui est lui aussi rwandais et tutsi, vient la rejoindre. Lui, il étudie l'anthropologie et la linguistique. En 1985, tous les deux rentrent dans leur pays, mais c'est compliqué pour trouver du travail. Esther est d'abord professeure de français dans une école d'infirmières,
mais elle voit ça comme une punition parce qu'elle est pas très bien payée malgré son haut niveau d'études. Finalement, elle obtient un poste au sein de l'ONG Oxfam et Innocent devient professeur et préfet des études au lycée Notre-Dame de Cîteaux, le même que celui où elle était scolarisée. Ils se marient en 1989. Ils ont une première fille qu'ils appellent Anna, en hommage à Anne Frank, dont l'histoire les avait bouleversés. Ensuite viennent Amelia et Amanda, surnommées Babiche. Ils ont choisi des prénoms internationaux pour leurs enfants, parce que même s'ils sont fiers de leurs origines rwandaises, ils veulent aussi montrer qu'ils sont ouverts d'esprit. En 1990, la guerre civile éclate au Rwanda. À la radio, on commence à qualifier les Tutsis de cancrelats ou de cafards. Innocent est par exemple accusé de favoritisme envers les élèves Tutsis au lycée. Leurs voisins Hutus commencent à s'éloigner, à ne plus pouvoir leur parler. Le 7 avril 1993, à 5h du matin, Esther reçoit un appel d'un de ses collègues qui lui dit « c'est la fin ». En fait, elle n'avait pas écouté la radio. Elle ne savait pas que le président Juvenal Habyarimana venait de se faire assassiner. Alors qu'il était dans un avion après une réunion de chefs d'État africains, il était accompagné par le président du Burundi et ils ont tous les deux été tués. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui sont les coupables, mais très vite, les accusations se portent contre les Tutsis. Esther a de bons réflexes comme elle a travaillé dans l'humanitaire. Elle prend des couvertures et des vêtements chauds et avec son mari et leurs 3 filles, ils vont s'abriter dans un dortoir désaffecté du lycée Notre-Dame de Cîteaux. Anna a alors 5 ans, Amelia 3 ans et Amanda 6 mois. Très vite, ils sont rejoints par une centaine de familles et la vie s'organise. Innocent, qui était préfet des études, prend en charge l'organisation du ménage, l'organisation de la cuisine, l'organisation des prières. À la radio, ils entendent des chants qui crient « exterminons-les ». Ils entendent aussi des cris, des coups de fusil. Mais Esther se sent néanmoins protégée parce que, contrairement à d'autres personnes, elle n'a pas été témoin direct de la barbarie et elle ressent aussi une forme de culpabilité par rapport à ces personnes. Jusqu'à cette minute, j'étais Esther, avec un parcours, une histoire, une vie. J'étais sociologue, épouse du préfet des études et professeur estimé. Et tout à coup, je ne suis personne, je n'ai droit à rien. Je suis seulement Tutsi, un cancrelat comme dit la radio. Le 30 avril, Innocent coupe une papaye dans le jardin de l'école et quelques heures plus tard, des soldats arrivent. Ils séparent 2 rangées, d'un côté les femmes et les enfants et de l'autre les hommes et les garçons à partir de 12 ans. Ils emmènent les hommes sans doute pour les tuer. Avant de la quitter, Innocent dit à Esther emmène mes filles loin d'ici. Et elle ne sait pas ce que loin d'ici voulait dire. Elle ne savait pas si c'était loin du Rwanda ou loin de l'école. Elle se dit qu'elle a quand même réalisé son vœu puisqu'elle a fini par immigrer avec ses filles à l'étranger. Tous les garçons et les hommes qui étaient réfugiés à l'école sont emmenés rue de la Justice pour être assassinés. Esther se dit quel cynisme. Seuls 4 hommes qui étaient partis acheter de la bière et qui n'étaient pas à l'école à ce moment-là ont pu être sauvés. Ils doivent donc leur survie au hasard. Esther part avec ses filles. Elle se réfugie dans un garage. L'aînée, Anna, entend des coups de feu et lui demande « Est-ce qu'on fusille papa ?» Esther rencontre aussi une jeune femme, une jeune domestique, qui enlève son tablier et lui prête pour faire un porte-bébé. Esther dit qu'elle n'oubliera jamais ce genre de geste de soutien. Depuis ce moment, Esther déteste Pâques, qui pour elle symbolise à la fois la mort du Christ, mais aussi la mort de son mari. Elle commence d'ailleurs à douter de l'existence de Dieu. Après le génocide, elle entre finalement en contact avec la MINUAR, la mission de l'ONU pour le Rwanda. Elle est d'abord hébergée à l'hôtel des 1000 collines avec ses 3 filles. Un ancien collègue qui porte le même prénom que son mari, Innocent, les aide à partir pour l'Ouganda. Esther commence à mener des recherches.
Elle en apprend un peu plus sur la mort de son mari. Elle apprend par exemple que pour éviter toute tentative de fuite, les soldats ont coupé les tendons des pieds de ces hommes avant de les exécuter. Comme la plupart des personnes ont été jetées dans des fosses communes et n'ont pas pu être identifiées, Esther et ses filles choisissent une tombe au hasard sur laquelle elles vont se recueillir en mémoire de leur père et mari. Esther a aussi perdu sa sœur Stéphanie ainsi que ses parents. En tout, 200 personnes de sa famille sont mortes, mais elle retrouve un oncle, une tante et une de ses petites nièces qui est devenue muette depuis qu'elle a vu ses parents se faire tuer sous ses yeux. Esther suit une formation de thérapeute en Angleterre. Elle fonde l'AVEGA, l'association des veuves du génocide, qui s'occupe de questions de logement, de santé, mais aussi de mémoire. Dans le cas des femmes Tutsi notamment, le viol a été utilisé comme arme de guerre et elles doivent parfois leur survie à un viol parce que les tueurs ont emmené les pères ou les frères dans un endroit pour les tuer et ils ont pris les filles, les femmes et les mères pour les violer. Et donc 50% des femmes survivantes souffrent du sida, alors que les génocidaires sont soignés en prison. Il y a aussi de très jeunes enfants de 8 ou 10 ans qui deviennent chefs de famille, qui se retrouvent à devoir veiller sur leurs frères et sœurs plus jeunes. Finalement, Esther immigre en Allemagne. En 1999, elle épouse en secondes noces le pasteur Helmut Kainer. Elle vit dans une petite ville du Rhin et elle travaille à Düsseldorf dans un centre psychosocial pour réfugiés. Elle se consacre aussi à la défense de la mémoire des victimes Tutsi. Lors d'un colloque, elle rencontre Heidi, une femme plus âgée qu'elle, qui, elle, a survécu à la Shoah. Elle se dit, à son âge, je continuerai sûrement à militer et à témoigner. Un génocide, ça te suit toute ta vie. Toute ma vie, j'ai éprouvé ce sentiment. Être en tort d'exister. Toute leur vie, les Tutsis ont éprouvé ce sentiment. Puis un génocide a voulu nous en convaincre, en voulant définitivement nous exterminer. Nous, Tutsis rwandais, comme c'est arrivé aux Arméniens, aux Juifs, aux Cambodgiens. Et comme je n'espère pas à mon pire ennemi que ça lui arrive demain. À personne au monde, je ne souhaite ce tragique hasard. Esther fait aussi attention à ne pas élever ses filles dans la haine. Ses filles sont Tutsis, mais elles ont aussi des cousines Hutus. Lors d'un entretien avec Simone Veil, Esther montre les spécificités du génocide rwandais. Dans ce génocide, les tueurs n'étaient pas des inconnus, mais des voisins. C'est aussi un des seuls génocides qui a été reconnu en même temps qu'il se perpétuait, mais la communauté internationale n'a pas réagi assez vite non plus. Esther pointe du doigt la responsabilité de la France et de l'ONU. Le génocide a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Le médecin Eugène Mussio a été jugé en octobre 2024 pour complicité de génocide. Le 9 décembre 2024, il y a aussi Charles Ohana, un chercheur, qui a été condamné pour négationnisme du génocide rwandais. Le négationnisme, c'est d'abord une doctrine qui vise à nier ou à minimiser la Shoah. Plus généralement, ça s'applique à tous les génocides. C'est l'idée de nier ou de minimiser un génocide. Ça nous montre que 30 ans après les faits, il y a encore du travail à faire sur ces questions-là, sur ce génocide des Tutsis au Rwanda. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à aimer, à liker et à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.